Le groupe de travail mondial sur la protection de l'enfance, l'organisme de coordination internationale pour la protection des garçons et des filles en situation d'action humanitaire, a produit une série de vidéos sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Ces standards minimums, les SMPE, ont été élaborés grâce à une vaste collaboration interagences. Ils ont été conçus dans le but d'être utilisés en parallèle avec le manuel Sphère. Cette vidéo aborde le standard 12, les pires formes de travail des enfants. Pour consulter d'autres épisodes de la série, veuillez visiter le site internet du GTPE, cpwg.net/minimum-standard. Les crises humanitaires augmenteront le risque d'implication des garçons et des filles dans les pires formes de travail des enfants. Les familles seront également plus vulnérables. Elles ne seront plus en mesure d'accéder à une source de subsistance de base ni à l'éducation. Il n'y aura plus d'emploi et elles se retrouveront dans une situation extrêmement vulnérable. Et leur seul choix sera d'envoyer leurs enfants travailler. Les SMPE ont été créés afin que les travailleurs humanitaires puissent discerner ces enfants vulnérables et s'assurer que notre programmation répond à leurs besoins. Nos efforts doivent se baser sur leurs 10 principes fondateurs. Les standards minimums sont probablement l'avancée la plus importante des dernières années en matière d'urgence et de développement. Le standard déclare que les filles et les garçons sont protégés contre les pires formes de travail des enfants, en particulier celles liées à la situation d'urgence ou aggravées par celle-ci. Les pires formes de travail des enfants comprennent le travail forcé, la traite aux fins d'exploitation, les activités illicites, l'exploitation sexuelle et d'autres travaux dangereux mettant leur santé, leur sécurité et leur moralité en danger. Pour bien expliquer tout cela, imaginons 2 enfants vivant avec leurs parents dans une petite ferme près d'une ville. Mariam a 13 ans et son frère Rollo, 16 ans. La famille a toujours été pauvre. Ils vendent les fruits et les légumes qu'ils cultivent. Grâce à un programme national, Rollo fréquente l'école secondaire. Après l'école et durant le week-end, il aide la famille. Mariam travaille toute la journée à la maison et à la ferme. Suite à une catastrophe dans leur village, leurs cultures ont été détruites et les parents ne sont plus en mesure de travailler. L'expérience mondiale montre que les crises humanitaires vont bien souvent impacter les formes préexistantes de travail des enfants. La charge et la difficulté de leurs travaux vont augmenter. Je pense que les ravages causés par Yolanda ont apporté des changements négatifs. Ils sont encore trop jeunes pour travailler dans un magasin, mendier, s'occuper du plastique ou travailler dans les restaurants. Il y a une augmentation significative du nombre d'enfants de moins de 18 ans qui travaillent vraiment. Blessés durant l'urgence et disposant de peu de revenus, les parents de Rollo et Mariam n'avaient pas d'autre choix que d'envoyer Mariam vivre avec des parents éloignés. La famille étendue a également eu du mal à subvenir à ses besoins et l'a fait travailler comme aide domestique chez leurs voisins. On a abusé d'elle et on l'a fait travailler de longues heures. Pendant ce temps, Rollo ne pouvait plus aller à l'école puisqu'elle avait été détruite. Et comme sa famille ne pouvait pas se permettre de l'envoyer dans une école plus éloignée, il a trouvé du travail sur un chantier de construction local. Même s'il avait plus de 15 ans, l'âge minimum requis pour travailler dans ce pays, il a fait face là-bas à de nombreux dangers. Comme le montre le dilemme de cette famille, la nécessité de faire travailler les enfants peut augmenter lors de situations d'urgence. Les enfants qui travaillent déjà ont plus de risques de tomber dans les pires formes de travail. Par la suite, le retour à l'éducation peut s'avérer être extrêmement difficile. Avec le conflit actuel, les moyens de subsistance ont été détruits et les enfants sont tombés dans les pires formes de travail. Les enfants passent d'un niveau de travail à un autre, bien souvent pire que le précédent. Ceux qui sont déjà dans le conflit et qui travaillent déjà ont sombré dans la prostitution juvénile. Les enfants du nouveau conflit, qui ont été déplacés, ont eu recours à la prostitution pour survivre. Il faut donc donner la priorité au combat contre les pires formes de travail des enfants, en commençant par celles qui sont liées à la situation d'urgence ou aggravées par celle-ci.
Assurez-vous de prendre en compte les formes locales de travaux dangereux qui mettent souvent des adolescents tels que Rollo à risque. La tâche peut sembler difficile, voici comment une organisation au Soudan du Sud l'a abordée. Définir des priorités parmi nos actions est un problème énorme et une question très complexe. Afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation, nous regardons les pires formes de travail des enfants qui étaient déjà existantes avant l'urgence. Nous analysons quel impact la situation a eu sur les PFTE. Si nous n'intervenons pas, nous devons également analyser les conséquences et l'impact que cela aura sur les enfants. Si ces conséquences peuvent être mortelles, alors nous devons leur donner priorité dans notre première phase de réponse d'urgence. Enfin, nous devons évaluer notre capacité et nos ressources disponibles afin de répondre à certaines des pires formes de travail des enfants. Pour répondre aux besoins prioritaires, les nouveaux travailleurs doivent d'abord comprendre le contexte du travail des enfants et connaître la solution qui avait été mise en place avant la crise pour l'enrayer. Cela peut inclure la consultation du ministère du Travail, des comités directeurs nationaux qui coordonnent la réponse, des ONG locales et des documents de référence déjà existants. Ils doivent également regarder ce que les différents acteurs, les acteurs internationaux, font et comment ils peuvent établir des synergies. Ils peuvent également examiner les différentes lois, par exemple, s'il y a une liste des activités dangereuses ou s'il y a un âge minimum. Il vaut mieux commencer à partir de là plutôt que de repartir à zéro. Pour ceux d'entre nous travaillant déjà sur la question, une situation d'urgence peut être une expérience traumatisante où nos façons habituelles de travailler sont contestées. Toutefois, elles peuvent représenter des possibilités de renforcer les projets et les réseaux existants pour lutter contre le travail des enfants. Pour ce faire, vous aurez besoin de cartographier et de coordonner vos actions avec les services existants et émergents. En Jordanie, nous avions déjà un mécanisme national de référence du travail des enfants. Il décrivait très clairement les rôles et responsabilités des différents acteurs nationaux. Cependant, en plus de cela, nous avions les cartes de référence en protection de l'enfance des intervenants humanitaires. Nous devions nous assurer que tout était cohérent et que les mécanismes de communication entre les parcours étaient bien établis. Il est vraiment important non seulement que l'ensemble du secteur collabore, mais également que le travail passe par la structure et les systèmes existants plutôt que de créer un tout nouveau système. Cela ne serait pas vraiment réalisable lors d'une situation d'urgence. Revenons à Rollo. Une ONG travaillant sur la reprise économique a déterminé que son lieu de travail est dangereux et l'a envoyé à un espace local dédié aux enfants pour faire un suivi. Pour aider Rollo, un gestionnaire de cas a contacté l'organisme qui avait contribué à son éducation. Cela met en évidence l'importance de la collaboration des acteurs d'urgence et de non-urgence pour comprendre les changements et traiter les nouvelles formes de travail des enfants. Cela souligne également la nécessité de concentrer les efforts sur les structures existantes afin d'éviter les doublons. Puisqu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants travaillent, nous devrions collaborer avec les autres secteurs pour garantir une réponse globale et intégrée. Des mesures visant à soutenir les moyens de subsistance et l'accès à une éducation, formelle ou informelle, de qualité, sont des éléments clés de la réussite. Il est très important que nous intégrions la question du travail des enfants à travers notre prestation de services, que ce soit les services sociaux, l'hébergement, l'éducation ou l'allocation de nourriture. Il est important que nous prenions en compte l'existence du travail des enfants. Nous devons les cibler spécifiquement parce qu'ils ont des besoins très spécifiques. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il doit y avoir une réponse dédiée à chaque fois, mais en sensibilisant plus de gens, en veillant à ce que les ressources humaines, financières et culturelles soient dirigées vers la solution du problème, nous pouvons commencer à résoudre certaines de ces questions. La raison pour laquelle les enfants sont victimes de trafic ou doivent travailler, c'est qu'il n'y a pas de moyens de subsistance à la maison. Ils ont été séparés de leur famille, ou ils sont très pauvres et ne vont pas à l'école. On ne peut donc pas résoudre le problème du travail des enfants sans proposer des alternatives. Il faudrait un type d'aide à la subsistance ou même une aide alimentaire immédiate. Leur éducation doit également être prise en compte. Il faut assurer leur suivi médical.
Dans le cadre de votre programmation, assurez-vous de la collecte continue et systématique des données. Coordonnez cette collecte avec les autres acteurs, saisissez les opportunités dans tous les secteurs et concentrez-vous sur la gravité de la situation. Sans ces informations, il est impossible de persuader les donateurs, les gouvernements et les autres acteurs humanitaires que la situation d'urgence a eu un effet sur le travail des enfants et que celle-ci met leur vie en danger. Il n'y a pas de données complètes sur le travail des enfants. Et c'est l'un des plus grands défis que nous avons rencontrés. Nous avions mené des études sur la protection de l'enfance et sur l'évaluation conjointe de l'éducation. Cela nous a donné beaucoup d'informations sur la situation des enfants et aussi des anecdotes que nous avons essayé de récolter auprès des ONG. Ces anecdotes nous ont indiqué où se trouvaient les points sensibles que nous devions surveiller. La famille de Rollo et Mariam a eu de la chance. Dans cette crise, le GTPE local a fait une évaluation qui a identifié le travail des enfants comme une question centrale. Les conclusions de l'évaluation ont contribué à assurer le financement d'ateliers de sensibilisation pour les autres secteurs, ainsi que celui de l'aide ciblée. Leurs parents font maintenant partie d'un projet de renforcement économique et leur communauté est en train de reconstruire l'école secondaire locale. Grâce à leur nouvelle situation, Mariam va retrouver sa famille. Partout dans le monde, les acteurs de la protection de l'enfance signalent que l'inclusion des pires formes de travail des enfants par les SMPE aide à convaincre les bailleurs de fonds et autres parties prenantes de l'importance de la question. Cela nous a fourni une base solide pour entamer la planification des interventions d'urgence, construire une base de bonnes pratiques, lever des fonds et fournir un outil pratique pour la conception et l'exécution des projets. Le standard minimum portant sur les pires formes de travail des enfants ouvre de nouveaux horizons à notre travail. D'autres épisodes de cette série se concentrent sur comment utiliser les SMPE et sur les standards spécifiques aux besoins. Le GTPE fournit un soutien pour appliquer les normes, des rapports sur les standards visant à intégrer la protection de l'enfance dans les autres secteurs de l'aide humanitaire, des orientations sur la manière dont les agences peuvent les adapter au contexte, ainsi que des modules de formation. Pour davantage d'informations, veuillez visiter le site cpwg.net/minimum-standard.